Bonjour à tous. Chose promise, chose due, et c'est avec cœur. Pour ceux qui sont intéressés par les propositions de Medical Medium, d'ailleurs que vous ayez écouté ou non les vidéos précédentes sur le sujet, celle-ci peut de toute façon, bien sûr, vous éclairer. Aujourd'hui, de l'ouvrage, voilà, Medical Medium, Anthony Williams, voilà, des informations déterminantes sur l'origine et le traitement des maladies. Aujourd'hui, le chapitre sur beaucoup plus précis sur des pathologies différentes qui font partie des maladies mystères. Pour plus de compréhension, bien sûr, puisque je vais éviter de toujours redire la même chose, ça peut être pénible pour ceux qui suivent. Vous avez les précédentes vidéos sur le sujet de Medical Medium. Voilà. Alors, le virus d'Epstein-Barr, le syndrome de fatigue chronique et la fibromyalgie. C'est donc le chapitre 3 de cet ouvrage. Le virus d'Epstein-Barr, ou EBV, est à l'origine d'une véritable épidémie. Actuellement, la majorité de la population mondiale vit avec une ou plusieurs des nombreuses mutations de ce virus. Le virus d'Epstein-Barr est responsable de symptômes, d'affections, de maladies et de troubles de toute catégorie. Chez certaines personnes, il crée des douleurs et une fatigue que l'on ne comprend pas ou que l'on croit être la conséquence de la maladie de Lyme. Chez d'autres, il pousse les médecins à prescrire des soins sans intérêt, tels que les traitements hormonaux substitutifs. Enfin, très souvent, il fait l'objectif de diagnostics erronés. L'une des raisons pour lesquelles l'EBV prospère ainsi, c'est qu'on ignore presque tout de lui. La science et la recherche médicale n'en connaissent qu'une version, alors qu'il en existe plus de 60 variétés aujourd'hui et que ce chiffre ne cesse d'augmenter. Ce virus provoque plusieurs des maladies invalidantes sur lesquelles bute le monde médical. Comme je l'ai dit dans l'introduction, il s'agit de la maladie mystère par excellence. Et je le répète, qui nous isole parce que c'est pas compris et bien sûr parce qu'on ne sait plus comment faire. Voilà. La science et la recherche médicale n'ont pas la moindre idée de la façon dont fonctionne ce virus à long terme, ni de ses conséquences désastreuses. En réalité, il est la source de nombreux troubles de santé actuellement considérés comme des maladies auto-immunes, telles que la fibromyalgie et le syndrome de fatigue chronique, ainsi que de maladies graves que la communauté médicale croit à tort bien connaître, comme les troubles de la thyroïde, le lupus, les vertiges ou les acouphènes. Nous allons voir d'où vient ce virus, son mode de transmission, la façon dont il s'y prend pour faire d'immenses dégâts sans se faire remarquer, et enfin la manière de l'éradiquer, pour recouvrer la santé. Une grande première. Origine et transmission du virus d'Epstein-Barr. Bien que l'EBV ait été découvert par de brillants médecins en 1964, il avait commencé à s'implanter dès le début du XXe siècle, soit plus d'un demi-siècle auparavant. Ces souches initiales, qui existent toujours, agissaient relativement lentement et quand elles provoquaient des symptômes, ce n'était qu'à la fin de la vie des patients, sans d'ailleurs se montrer bien méchantes. Il y a encore aujourd'hui des personnes qui vivent avec ces premières souches de BV. Hélas, le virus a évolué peu à peu, gagnant en force avec les années, et chaque nouvelle génération de notre population doit faire face à des versions plus virulentes que les précédentes. À l'heure actuelle, le virus évolue tous les 5 ans, plus rapidement donc que les 20 à 30 ans qu'il nous faut en tant qu'être humain pour passer d'une génération à l'autre. Jusqu'à la publication de ce livre, les personnes atteintes de l'EBV étaient généralement condamnées à le rester jusqu'à la fin de leur vie. Mais aujourd'hui, les médecins commencent à découvrir et à accepter les informations publiées ici, selon lesquelles l'EBV est la cause profonde d'une multitude d'affections. Autrefois, ils croyaient que ce virus pouvait provoquer tout au plus quelques malaises et une légère fatigue, éventuellement de la fièvre, le tout étant temporaire. Désormais, certains médecins commencent doucement à reconnaître le virus d'Epstein-Barr et à se pencher sur lui, grâce aux informations de Medical Medium contenues dans ce livre et dans le reste de la série, ainsi qu'à toutes les conférences que j'ai données pendant de nombreuses années avant ces publications. Le BV se transmet d'une quantité de manières différentes. Un parent peut le repasser à son bébé, par exemple. La transmission par voie sanguine existe également, dans la mesure où les hôpitaux ne procèdent à aucun dépistage. Toute transfusion constitue un risque. On peut même l'attraper au restaurant. En effet, les cuisiniers sont obligés de préparer les repas le plus vite.
En conséquence, ils se coupent souvent, mettent un pansement à la va-vite et poursuivent leur travail. Leur sang peut contaminer la nourriture s'ils se trouvent en phase de contagion. La propagation du virus se fait également par le biais d'autres liquides organiques, par exemple pendant les rapports sexuels. Dans certaines circonstances, un simple baiser peut suffire. Gardez cela à l'esprit si vous êtes à la recherche d'un partenaire. Il n'est pas rare d'attraper en chemin plusieurs souches d'agents pathogènes tels que le BV. Et bien sûr, on peut vous le transmettre. Enfin, je veux dire, à force d'embrasser tout le monde, voilà. Même si vous avez déjà contacté ce virus, vous pouvez en attraper de nouvelles souches. Vous pouvez même guérir et le vaincre, puis en attraper une nouvelle souche, et face aux symptômes, croire à un retour du même virus. Si cela devait vous arriver, vous pourrez toujours revenir aux informations contenues dans ce livre. Tout le monde attrape des microbes. Quoi que vous fassiez, vous êtes forcément en contact avec des personnes qui ont des microbes. Nous avons beau faire tout notre possible pour nous protéger, nous et notre famille, et c'est une bonne chose, nous ne maîtrisons pas toujours tout. C'est tout à fait naturel. Il est donc essentiel que vous ayez les outils nécessaires pour vous protéger et aller de l'avant. On peut être porteur du virus d'Epstein-Barr sans être contagieux en permanence. La phase 2 est la plus critique, ce qui nous amène au point le plus important encore jamais révélé. Le BV traverse 4 phases. Et c'est là que c'est important d'être attentif pour que vous puissiez identifier ce qui se passe en vous, dans votre corps, pour savoir après quel protocole mettre en place. Les protocoles sont proposés, bien sûr dans les ouvrages de Medical Medium. La phase 1 d'Epstein-Barr. Lorsque vous attrapez le BV, celui-ci passe tout d'abord par une période de dormance durant laquelle il se contente de se promener dans votre système sanguin en se répliquant lentement pour prendre des forces et attendre l'opportunité de lancer une opération coup de poing. Ainsi, si vous êtes contraint de dépasser vos limites et de vous épuiser physiquement pendant plusieurs semaines d'affilée, sans possibilité de récupérer complètement, ou si votre organisme se trouve privé de nutriments essentiels tels que le zinc ou la vitamine B12, ou encore si vous traversez des épreuves, séparation, trahison, mort d'un proche, le virus peut détecter la libération intense d'adrénaline due au stress qui affaiblira votre système immunitaire et profiter de cette occasion. Il peut également se réveiller lorsque votre système immunitaire se modifie naturellement en raison de votre appareil reproducteur. Pendant la menstruation, 80% du système immunitaire veille sur l'appareil reproducteur. Cela signifie que seuls 20% du système immunitaire veille sur le reste de l'organisme. Au cours de l'ovulation, c'est 40% du système immunitaire qui veille sur les organes génitaux, soit 60% qui s'occupent du reste du corps. Et pendant la grossesse, 50% du système immunitaire veille sur l'appareil reproducteur et sur le fœtus, tandis que 50% veille sur le reste du corps. Ces périodes de changement peuvent donner l'occasion à l'EBV d'entrer dans la première phase. Pendant l'accouchement, plus de 90% du système immunitaire de la femme se tourne vers l'appareil reproducteur, ce qui laisse moins de 10% pour tout le reste du corps durant cette période. Ce rapport change au cours des 3 jours suivant l'accouchement, car le système immunitaire se concentre alors autour du lait maternel et s'équilibre progressivement dans tout le corps. La jeune mère peut ensuite présenter divers symptômes tels que fatigue, brouillard cérébral, douleur et dépression. Les symptômes peuvent persister pendant des mois et sont souvent désignés sous le terme générique de dépression postpartum. Cette appellation constitue déjà un progrès considérable dans la mesure où les difficultés des jeunes mères sont désormais reconnues et que celles-ci peuvent parler ouvertement de leurs problèmes liés au postpartum. Mais nous devons prendre conscience de ce qui se passe réellement. Le réveil de l'EBV est souvent la cause du symptôme du postpartum. Outre la modification du système immunitaire, l'accouchement donne lieu à une poussée d'adrénaline particulièrement importante qui sera une source de nourriture pour le virus si l'accouchement a été très difficile. L'EBV fait preuve d'une patience tout bonnement inhumaine. Cette période d'attente et de montée en puissance qu'est la phase 1 peut durer des semaines, des mois, voire des années en fonction de plusieurs facteurs. N'oubliez pas que tous les éléments déclencheurs cités ci-dessus peuvent également inciter un virus déjà installé dans l'organisme à passer à la phase suivante.
Le virus se montre très vulnérable en phase 1. Toutefois, le virus étant alors indétectable et ne provoquant aucun symptôme, on ignore tout bonnement son existence et on ne prend aucune mesure pour s'en débarrasser. Nous passons à la phase 2. À l'issue de la phase 1, le virus est prêt à mener une bataille contre votre système immunitaire. Il se manifeste pour la première fois sous forme de ce que les médecins nomment mononucléose, tristement célèbre sous le nom de la maladie du baiser. Des centaines de milliers d'étudiants de par le monde contractent cette affection chaque année à force de s'épuiser à étudier et à faire la fête toute la nuit. Les communautés médicales ignorent que chaque cas de mononucléose correspond en réalité à la phase 2 de l'EBV. C'est l'une des périodes où le virus est le plus contagieux, raison pour laquelle il est fortement déconseillé d'entrer en contact avec le sang, la salive ou tout autre liquide organique émanant d'une personne pour qui le diagnostic de mononucléose a été posé, et d'exposer quiconque à vos fluides corporels si c'est vous qui êtes atteint de cette maladie. La transmission de l'EBV par le sang, la salive et les autres fluides corporels est possible, mais moins probable en dehors de cette phase. Pendant la phase 2, votre système immunitaire entre en guerre contre le virus. Il envoie des cellules identifiées, celles de l'EBV, en plaçant sur elles ou autour d'elles une hormone libérée par vos surrénales, puis traitée et activée par votre foie pour désigner ces cellules comme des ennemis. Ensuite, il dépêche d'autres cellules dont le rôle est de détruire les envahisseurs. C'est là sa façon d'accourir à la rescousse. Selon les personnes, la bataille fait plus ou moins rage, car nous sommes tous différents. Une personne peut avoir une légère carence en zinc, alors que chez une autre, cette carence sera plus importante. Et cette différence a un impact certain. Une personne peut avoir un système immunitaire affaibli par d'autres agents pathogènes qu'elle doit déjà affronter ou maîtriser, comme Helicobacter pylori, un streptocoque, un staphylocoque, un zona, les Escherichia coli ou un VPH, pour n'en citer que quelques-uns. Une autre peut être confrontée à des difficultés personnelles pouvant provoquer une réaction de combat-fuite ou la libération d'une grande quantité d'adrénaline corrosive poussant les systèmes nerveux et immunitaires à bout. Une autre encore peut avoir une addiction à la caféine qui exerce un stress important sur le système immunitaire et affaiblit les réponses immunitaires. L'activité virale peut également varier avec le régime alimentaire. Ainsi, les œufs nourrissent les virus et sont donc une source d'énergie pour l'EBV. Une personne qui mange régulièrement des œufs aura donc une réponse immunitaire très différente de celle d'une autre qui en mange rarement. Je fais une parenthèse sur le sujet des œufs. Il explique dans un de ses ouvrages pourquoi les œufs déclenchent ça, même si ce sont nos œufs de notre poulailler, enfin des œufs bio, etc. Il y a eu une contamination en 1900, enfin bref, voilà. Je ferme la parenthèse. La réponse immunitaire dépendra également de la souche ou de la variété d'EBV dont on est atteint. Certaines mononucléoses ne durent qu'une ou 2 semaines et se limitent à de la fatigue et à une gorge un peu irritée. Faute de symptômes vraiment gênants, on n'a pas conscience de ce qui se passe et on ne procède pas à une analyse de sang. En revanche, on peut passer plusieurs mois à se sentir très fatigué, à souffrir de la gorge, à avoir de la fièvre, des boutons, etc. Dans ce cas, on se rend généralement chez son médecin qui prescrit une prise de sang et suite à la détection du virus d'Epstein-Barr, diagnostique une mononucléose généralement. À ce stade, le virus se cherche une résidence stable en visant l'un de vos organes vitaux, principalement le foie, la rate et ou l'appareil reproducteur. Il adore ces organes parce qu'il s'y accumule souvent du mercure, des dioxines, d'autres toxines et des résidus d'aliments comme les œufs, les produits laitiers et le gluten, poison dont il se régale. Cela provoque parfois une endométriose, des fibromes, un syndrome des ovaires polykystiques, des problèmes de prostate et ou une infertilité mystérieuse. Vous voyez qu'il y a énormément de personnes concernées. L'autre secret de l'EBV est sa meilleure amie, une bactérie du nom de streptocoque. Non content de lutter contre un virus,
votre corps doit à présent compter avec une bactérie qui distrait son système immunitaire et provoque une série de symptômes bien distincts. Le streptocoque constitue le cofacteur numéro 1 de ce virus. Il arrive souvent que l'on ait plusieurs souches de streptocoque. Pendant la phase 2, le streptocoque infecte parfois la gorge, les sinus, le nez, la bouche et ou les oreilles. Il peut aussi être à l'origine d'infections des voies urinaires, du vagin, des reins ou de la vessie, d'où certaines cystites. La phase 3 de l'Epstein-Barr. Une fois le virus installé dans votre foie, ou votre rate, parce qu'il va partout, votre appareil reproducteur, il s'y fait un petit nid douillet. À partir de là, si l'on procède à un dépistage de l'EBV, on trouvera probablement des anticorps que l'on attribuera à une infection passée, celle de la mononucléose. Je peux vous dire que c'est du vécu. Les médecins ne constateront pas la présence de virus actifs dans le système sanguin. Cette méprise constitue l'une des plus grosses bévues de l'histoire de la médecine, erreur permettant au virus de passer entre les mailles du filet. À moins que vous n'ayez déjà pris les mesures décrites dans ce livre et détruit le BV, ce dernier est bel et bien toujours là et provoque des nouveaux symptômes, tout en se jouant des tests destinés à le débusquer. En effet, ceux-ci ne savent pas encore le traquer dans le foie, la rate et ou l'appareil reproducteur. De plus, les mutations de l'EBV sont tellement nombreuses que les tests peuvent passer complètement à côté. Le virus se trouvant bien à l'abri dans ses organes, votre organisme pense avoir gagné la guerre et anéanti l'envahisseur. Votre système immunitaire se remet au repos, votre mononucléose se calme et votre médecin vous annonce que vous êtes en pleine forme. Hélas, le virus commence à peine à explorer votre corps. La plupart du temps, le BV demeure à l'état latent pendant des années, voire des dizaines d'années, sans que vous ayez conscience de sa présence, surtout si votre système immunitaire n'a pas encore été affaibli par d'autres épreuves. Si toutefois vous abritez une souche particulièrement agressive du virus, il risque de vous poser d'ores et déjà de sérieux problèmes. Il peut par exemple s'enfoncer dans votre foie, votre rate et ou votre appareil reproducteur, infectant et hypertrophiant l'organe concerné. N'oubliez pas qu'avant la première publication de ce livre, les médecins étaient incapables de faire le lien entre l'ancienne attaque du virus et sa présence actuelle dans votre organisme. Désormais, grâce à ces informations, ils commencent à prendre conscience de son activité post-mononucléose et des nouveaux symptômes qu'elle provoque. Le virus crée 3 types de poisons. Il sécrète des dérivés toxiques. Plus il fabrique de nouvelles cellules, plus l'alimentation de cette armée en pleine expansion produit des déchets toxiques. Ceux-ci sont souvent détectés sous forme de spirochètes susceptibles de faire croire à tort à une maladie de Lyme. À la mort de chaque cellule virale, phénomène très fréquent, car celles-ci ne vivent que 6 semaines, ces restes toxiques empoisonnent un peu plus votre organisme. Là encore, le problème s'aggrave avec la multiplication du virus, engendrant une fatigue importante ainsi que d'autres symptômes. Les poisons engendrés par ces 2 processus ont la capacité de générer une neurotoxine, c'est-à-dire une substance altérant la fonction nerveuse et distrayant le système immunitaire, et ou une dermatotoxine, soit un poison qui traverse la peau, provoquant de l'eczéma, du psoriasis, du lupus ou des éruptions cutanées non diagnostiquées. Le BV sécrète ces toxines à des moments clés de la phase 3 et durant l'ensemble de la phase 4, son rôle étant d'empêcher votre système immunitaire de l'identifier et de l'attaquer. Voici les effets indésirables de la présence d'une souche agressive de l'EBV dans vos organes. Votre foie devient si paresseux qu'il a du mal à chasser les toxines de votre organisme, provoquant des bouffées de chaleur, des palpitations cardiaques et une prise de poids. Vous risquez une hépatite A, B ou C, le BV est en réalité la cause première de l'hépatite C et peut aussi provoquer des cas aigus d'hépatite A et B. Le mauvais fonctionnement de votre foie stresse les glandes gastriques, ce qui peut provoquer une baisse de production d'acide chlorhydrique et un début de toxicité dans le tractus intestinal.
Vous digérez alors moins bien vos aliments qui se putréfient dans l'intestin, provoquant des ballonnements et ou de la constipation. La pression exercée sur le foie peut aussi entraîner une diminution des réserves de bile, de sorte que les graisses consommées ne sont pas dispersées ou décomposées et rancissent. Les conditions se réunissent pour l'apparition du d'endométriose, d'un SOPK, SOPK, je vous avoue que là je ne sais plus ce que c'est, vous trouverez, de fibromes, de kystes ovariens ou d'une hypertrophie de la prostate. Vous développez de nouvelles intolérances alimentaires. En effet, le virus va absorber un aliment qu'il aime, comme le fromage ou le gluten, avant, entre guillemets, d'aller aux toilettes, pour éliminer dans votre corps, transformant ainsi la nourriture en résidus alimentaires que votre organisme ne reconnaît plus. C'est le virus qui va aux toilettes, hein. Voilà. Le virus attend de détecter une grande vulnérabilité chez vous, qui apparaît quand vous avez brûlé la chandelle par les deux bouts, quand vous traversez une période difficile suite à un divorce, une rupture, une trahison, ou après un choc physique comme un accident de voiture par exemple, ou des modifications du système immunitaire liées aux hormones, comme lorsque celles-ci changent de vitesse au cours d'une grossesse, d'un accouchement, ou même pendant les menstruations ou l'ovulation. Lorsque le virus s'apprête à se multiplier, vous ressentez soudain une véritable frénésie alimentaire, car il se met à rechercher les aliments qu'il aime. Après avoir consommé ces aliments, il excrète des neurotoxines qui ajoutent une charge supplémentaire à votre foie, celui-ci devant alors filtrer et traiter ces déchets viraux supplémentaires. Ce qu'il faut souligner ici, c'est que si le virus se développe en nombre dans votre organisme, cela signifie que vous avez très certainement rencontré récemment ou même il y a quelques mois un déclencheur viral. Il peut s'agir de ce que nous avons évoqué plus haut, comme des événements particulièrement stressants, des difficultés personnelles telles que chagrin d'amour, une trahison, un gros effort physique à accomplir, comme un accouchement. Ou peut-être votre système immunitaire est-il affaibli en raison de longues carences ou d'une consommation d'aliments qui favorisent les virus au lieu d'être antiviraux. Un excès de caféine aura aussi un impact sur les surrénales et le foie. On peut encore citer l'exposition aux moisissures, les désodorisants intérieurs, les bougies parfumées, l'eau de Cologne ou le parfum, les produits de traitement du gazon, le retrait d'amalgame dentaire, au mercure, l'exposition aux pesticides ou aux herbicides, ou encore à d'autres agents pathogènes comme le Covid ou la grippe. Ce sont là quelques-uns seulement des facteurs les plus courants qui permettent au virus de passer à la phase suivante. Tous ont le potentiel d'affaiblir temporairement le système immunitaire. Voilà, pour cette première partie concernant les différentes pathologies concernées, vont suivre le lupus, l'hyperthyroïdie, ou autre trouble de la thyroïde, la phase 4 d'Epstein-Barr, le syndrome de fatigue chronique, la fibromyalgie, les acouphènes, les vertiges de Ménière. Enfin bon, vous voyez que nous sommes très 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 nombreux à être concernés. Voilà. Je vous en souhaite bonne écoute. Surtout, ne prenez pas peur. Gardez confiance. Si je vous fais cette lecture, c'est parce que bien sûr, après tout ça, vous avez la solution qui vous est offerte. Et comme je l'ai déjà dit précédemment, pour ceux qui veulent commencer à se faire du bien avant d'avoir pu lire cet ouvrage ou avant que j'ai pu vous en finir la lecture de certains passages, parce qu'il y a des recettes et tout, je ne vais pas tout vous lire, encore que peut-être plus tard, vous pouvez commencer la cure de jus de céleri. Ne rajoutez pas d'eau, cure de jus de céleri à jeun de tout autre pas, une demi-heure avant, une demi-heure après, pur. Commencez par 250 ml, 500, voilà, et vous verrez très rapidement les bienfaits. Minimum 30 jours, voilà. Je passe à la vidéo numéro 2 dans un petit instant. Bonne écoute, je vous le redis, gardez confiance et à bientôt. Merci.